Le 1er juillet 2025, le représentant américain au commerce a annoncé une série de nouveaux droits de douane visant un large éventail de produits européens exportés, notamment les automobiles, les produits agricoles et les machines industrielles. Cette mesure, présentée comme une réponse à ce que Washington qualifie de subvention déloyale et protectionnisme numérique de la part de Bruxelles, a provoqué une onde de choc dans les capitales européennes. Ces droits de douane, qui doivent entrer en vigueur le 1er août, varient entre 15 % et 35 % et devraient toucher particulièrement durement l'Allemagne et la France, deux économies déjà sous pression en raison d'une croissance stagnante et de perturbations sur le marché de l'énergie. Cette annonce est intervenue quelques semaines seulement après l'imposition de droits de douane similaires sur les produits chinois, signe d'une stratégie plus large des États-Unis visant à utiliser le commerce comme une arme pour relancer leur industrie nationale et asseoir leur domination stratégique. Pour l'Union européenne, le message était clair. L'alignement économique avec Washington ne pouvait plus être considéré comme acquis et de nouvelles alliances, ou du moins une plus grande autonomie, devaient être forgées. La France a pris l'initiative d'articuler une réponse stratégique. Le président Emmanuel Macron a mis en garde à plusieurs reprises contre la dépendance excessive de l'Europe vis-à-vis du dollar américain et des systèmes financiers contrôlés par les États-Unis. Dans un récent discours à la Sorbonne, il a déclaré « L'ère du transatlantisme naïf est révolue. L'Europe doit agir en tant que puissance souveraine dans un monde multipolaire. » Son administration a appelé à l'accélération du développement d'un système de paiement à l'échelle de l'UE indépendant du SWIFT, à une utilisation accrue de l'euro dans le commerce international et à une politique industrielle coordonnée pour rivaliser avec la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Le discours de Macron n'est pas purement théorique. Au cours des derniers mois, la France a renforcé ses partenariats énergétiques et technologiques avec la Chine, notamment grâce à un accord cadre de coopération dans les domaines de l'hydrogène vert et du nucléaire, signé en juin pour un montant de 25 milliards d'euros. Le premier ministre chinois Li Qiang s'est rendu à Paris pour approuver cet accord, déclarant que la Chine considère la France comme un pilier de l'équilibre stratégique en Europe. Ce partenariat, bien que controversé, souligne la conviction croissante de Paris que l'équidistance entre Washington et Pékin est la seule voie viable pour une stabilité à long terme. La réponse de l'Allemagne, en revanche, a été plus prudente. Le chancelier Olaf Scholz, sous la pression de l'industrie et de ses partenaires de coalition, a tenté de maintenir le dialogue transatlantique, même si les principales exportations allemandes, voitures, produits chimiques et machines, sont directement visées par les nouveaux droits de douane américains. Si M. Scholz a exprimé son soutien à la volonté de M. Macron de renforcer la souveraineté européenne, il a également souligné l'importance de préserver la cohésion de l'OTAN et d'éviter une confrontation ouverte avec Washington. Cependant, la situation intérieure en Allemagne pourrait bientôt le contraindre à agir. La production industrielle a baissé pendant 6 trimestres consécutifs et des entreprises de premier plan telles que BMW et Siemens ont déjà émis des avertissements sur leurs résultats liés à la hausse des coûts commerciaux. Berlin explore désormais activement la possibilité d'approfondir ses relations commerciales avec l'Inde et les pays de la NAS, cherchant à diversifier sa base d'exportation afin de réduire sa dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. À Bruxelles, la Commission européenne s'efforce de coordonner une réponse à l'échelle du bloc. Ursula von der Leyen a convoqué des consultations commerciales d'urgence avec les États membres, proposant une stratégie en 3 volets. Des droits de douane de rétorsion accélérés visant les technologies et l'agriculture américaine, une action en justice devant l'OMC et des négociations commerciales accélérées avec des partenaires stratégiques en Asie et en Amérique latine. Le premier volet, les mesures de rétorsion, bénéficie d'un fort soutien de la part de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Cependant, des pays comme l'Irlande et les Pays-Bas ont exprimé leur inquiétude quant à l'escalade d'une guerre commerciale qui pourrait ralentir davantage l'économie européenne déjà fragile. Le deuxième volet, le recours à l'Organisation mondiale du commerce, est largement symbolique. Le système de règlement des différends de l'OMC est paralysé depuis des années, en grande partie à cause de l'obstruction des États-Unis. C'est le troisième volet, la diversification, qui semble gagner le plus rapidement du terrain. Face à la perspective imminente d'un découplage d'un marché mondial clé, les États membres de l'UE ont commencé à rechercher des alliances alternatives susceptibles d'atténuer l'impact du protectionnisme américain. Parmi les plus notables, on peut citer le pivotement accéléré du bloc vers la Corée du Sud et le Japon, deux des économies les plus avancées sur le plan technologique et les plus axées sur l'exportation en Asie.
Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a entamé des négociations commerciales de haut niveau avec Séoul et Tokyo, dans le but d'élaborer des accords spéciaux qui offriraient un allègement tarifaire réciproque, des mesures coordonnées de résilience de la chaîne d'approvisionnement et une intégration de l'économie numérique. Les deux puissances asiatiques ont exprimé leur inquiétude face à l'unilatéralisme américain et craignent également d'être victimes collatérales de l'agenda commercial de plus en plus nationaliste de Washington. Dans une déclaration commune, le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, et le ministre sud-coréen du commerce, Cheong In-kyo, ont souligné l'urgence de mettre en place un cadre commun pour préserver l'ouverture des marchés et le commerce fondé sur des règles, signalant ainsi un changement radical dans l'alignement transcontinental. Les négociations portent notamment sur des dispositions relatives à des investissements conjoints dans les technologies vertes et la production de semi-conducteurs, deux domaines dans lesquels l'autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis est de plus en plus souhaitable. Ces efforts ne sont pas purement symboliques. En approfondissant ses relations commerciales avec l'Asie, l'UE tente de réorienter les chaînes d'approvisionnement clés, en particulier dans les secteurs de l'électronique, des pièces automobiles et des produits pharmaceutiques, qui sont les plus vulnérables aux pressions tarifaires américaines. Pour des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, dont les économies dépendent fortement des exportations à forte valeur ajoutée, de telles mesures ne sont pas facultatives, elles sont vitales. Alors que Bruxelles prône une action collective, la réalité sur le terrain révèle un continent profondément fragmenté, tant en termes de résilience économique que de volonté politique. L'Allemagne, longtemps moteur de l'économie de l'UE, est entrée dans sa deuxième année de stagnation. La production industrielle a baissé pendant 6 trimestres consécutifs, tandis que la confiance des entreprises reste historiquement faible en raison de la volatilité des prix de l'énergie et de la faiblesse de la demande chinoise. La France, quant à elle, est confrontée à des défis différents, en proie à l'instabilité politique et à une crise de la dette publique qui ne cesse de s'aggraver, dépassant désormais 115% du PIB. Le gouvernement Macron dispose d'une marge de manœuvre budgétaire très réduite. Les marchés obligataires l'ont bien compris. Les rendements des obligations d'État françaises à 10 ans ont bondi de 90 points de base depuis mai, faisant craindre une possible dégradation de la note de crédit. À l'inverse, la Pologne et la République tchèque font preuve d'une résilience inattendue. Moins exposées à l'énergie russe et dotées d'une base manufacturière de plus en plus diversifiée, elles ont réussi à maintenir une croissance modeste de leur PIB et à attirer des investissements de délocalisation proches fuyant la Chine et la Russie. Mais même ces gains sont menacés si les nouveaux droits de douane américains ont un impact sur les flux de capitaux transatlantiques. Les économies du sud de l'Europe, Italie, Espagne et Grèce, sont peut-être les plus exposées. Le poids de leurs dettes, combiné à la faiblesse de leur base industrielle et à leur dépendance au tourisme, les rend très sensibles aux perturbations commerciales. Une baisse soudaine de la demande allemande ou française pourrait déclencher une récession, creusant encore davantage le fossé économique entre le nord et le sud de l'UE. Alors que le discours sur l'autonomie stratégique européenne gagne du terrain, la question cruciale est la suivante. L'Europe peut-elle vraiment se dissocier à la fois des États-Unis et des fournisseurs d'énergie autoritaires sans sacrifier la croissance et la stabilité? Des efforts sont en cours. L'UE a accéléré l'adoption de sa loi sur les matières de première critique, destinée à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les terres rares et autres intrants essentiels à l'énergie propre et aux infrastructures numériques. La Banque européenne d'investissement lance également une initiative pour les technologies souveraines de 120 milliards d'euros, visant à soutenir les champions technologiques nationaux dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la défense. Néanmoins, les analystes avertissent que ces mesures, bien que nécessaires, pourraient arriver trop tard pour protéger l'Europe de la tempête immédiate. L'autonomie prend du temps, mais les droits de douane ont un effet immédiat, note Maria Demerdzis, économiste à l'Institut Bruegel. Elle affirme que sans une action fiscale coordonnée et une politique énergétique commune, l'UE risque de devenir un acteur fragmenté dans un monde de blocs de pouvoir agressifs. De plus, certains gouvernements d'Europe de l'Est restent sceptiques quant à la possibilité de rompre trop de liens avec Washington. Pour des pays comme la Lituanie ou la Roumanie, les États-Unis sont toujours considérés comme le garant ultime de la sécurité, ce qui rend toute confrontation sur la politique commerciale à la fois sensible et profondément stratégique. Alors que le 1er août approche à grands pas, l'UE est confrontée à un choix difficile. Céder aux exigences de Washington, au risque de provoquer une fragmentation interne et un ralentissement économique, ou résister au risque d'une escalade vers une guerre commerciale totale qui pourrait remodeler le commerce mondial.
La Banque centrale européenne a averti qu'une spirale de représailles tarifaires pourrait faire baisser le PIB de l'UE de 1,5 de pourcentage rien qu'en 2025, tandis que l'inflation pourrait grimper en flèche en raison de la hausse des coûts d'importation. Les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des produits de luxe seraient bons parmi les plus touchés, alors que l'Europe y occupe toujours une position de leader mondial. L'opinion publique commence également à changer. Des manifestations en France et en Italie ont appelé les dirigeants à résister aux intimidations des États-Unis, tandis qu'en Allemagne, les groupes industriels réclament des mesures urgentes pour préserver l'accès aux marchés internationaux. Le Parlement européen est désormais sous pression pour accélérer l'adoption de mesures d'urgence visant à stabiliser le commerce avant la date limite fixée pour les droits de douane. S'il y a un côté positif, c'est la clarté du moment. L'Alliance transatlantique, longtemps considérée comme acquise, est en train d'être redéfinie, moins par des valeurs communes que par un calcul économique froid. Que l'Europe en sorte affaiblie ou plus unifiée dépendra non seulement de Bruxelles, mais aussi de sa capacité à agir de manière décisive à une époque de perturbations mondiales croissantes.